Depuis la réalisation de ce film, le nombre des soldats français tués au Sahel vient encore de s'alourdir avec la mort, il y a quelques semaines, du caporal-chef Maxime Blasco. C'est le 52e soldat qui perd la vie au Mali après 8 ans de lutte contre les djihadistes au Sahel. La France annonce le retrait partiel de ses troupes. Alors, quel bilan peut-on tirer de ces 8 années de guerre? Quelle est la stratégie politique de ces opérations militaires françaises menées à l'étranger? On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Ousmane Ndiaye, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Vous connaissez très bien le Mali puisque vous y avez vécu comme correspondant pour le journal Le Monde, notamment. Bénédicte Chéron. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste des questions de défense, maître de conférences à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également l'autrice de ce livre, Soldats méconnus, les Français et leurs armées. État des lieux, c'est chez Armand Collin. Avec nous également Niagalé Bagayoko. Bonsoir Niagalé. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité en Afrique et vous êtes président de l'African Security Sector Network. Et enfin, colonel Michel Goya. Bienvenue à vous, colonel. Ancien colonel de l'armée de terre, enseignant, essayiste, spécialisé dans l'histoire militaire et l'analyse des conflits. Colonel, vous avez passé du temps, vous, sur le terrain, participé à de nombreux conflits armés. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images, ce documentaire ? D'abord, une profonde empathie pour mes camarades. Et ensuite, ce qui est frappant, c'est que voilà, il faut bien comprendre ce qu'est devenu un soldat français moderne. Un soldat français moderne, c'est une petite part de la nation qui a le monopole de l'emploi de la force, qui part pour prendre des risques et tuer des gens, éventuellement, des choses pas naturelles, et qui fait ça un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que on est devenus des nomades. Cela, vous avez cité le caporal-chef Maxime Blasco. Voilà, tous les ans, il partait 4 mois quelque part. Alors lui, c'était plutôt centré sur le Mali, mais il était parti en Centrafrique auparavant, etc., etc. Et on change en permanence. Donc on est des soldats français sont les plus sollicités au monde. Il faut bien le comprendre. Hein. Peut-être, on en parlera parce que c'est facile de les engager, il suffit que le président de la République le décide, et donc il y a peut-être tendance à en abuser, mais voilà, donc les soldats français sont des soldats professionnels, des grands voyageurs, et qui n'arrêtent pas de combattre pour la France. Et vous m'avez confié d'ailleurs qu'en voyant ce documentaire, ça vous manquait, que vous disiez qu'est-ce que je fais là, je devrais être sur le terrain moi aussi. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce sont des volontaires, tous. On a une armée de volontaires à venir, volontaires à rester, et on s'engage, notamment on s'engage dans un régiment de combat pour connaître ça en réalité, pour partir en opération. C'est notre but. C'est votre but, c'est votre rôle. Et en même temps, on sent ce sentiment très fort d'impuissance des soldats en mission. On le voit très bien dans le documentaire. Je pense notamment à cet ancien militaire qui a ces mots très durs. Il n'y a pas de vision. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie. On ne sait même pas quand est-ce qu'on gagne. Ils sont partis pour combattre le terrorisme. Et aujourd'hui, certains ne comprennent même pas le sens de cette guerre. Bon, alors, les militaires sont des gens simples qui aiment bien avoir des objectifs clairs ou qui croient qu'on atteindra plus facilement des objectifs s'ils sont définis. Maintenant, d'abord, c'est un peu une constante, savoir... Oui, même vous disiez à l'époque que ce n'était pas du tout clair non plus quand j'étais sur le terrain. Je pense que les choses sont infiniment plus claires maintenant. Ça a beaucoup évolué ? Oui, bien sûr. Qu'à une certaine époque. Moi, j'étais engagé à Sarajevo en 1993, pendant le siège. On était arrivé sur place, on a déjà perdu un soldat, et puis on était parti en quelques jours. Et on nous demande, quelle est notre mission ? En fait, il n'y a pas de mission. Vous êtes un geste diplomatique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que un engagement militaire français, ça se joue souvent dès l'enfance. Et l'enfance, c'est la tête du président de la République. C'est le cerveau du président de la République qui ne pense pas forcément uniquement à donner un objectif clair à des militaires face à un ennemi qui peut penser à toute autre chose, à d'autres publics qui sont visés par l'action. Ça peut être l'opinion publique, l'opération Sentinelle que l'on connaît, les soldats dans les rues de France. Voilà, le public visé, c'est l'opinion publique. Dans le reportage, on voit bien dès qu'il est question de l'Afghanistan, il n'est jamais question d'Afghans.
dans les décisions qui sont prises. Il est question de montrer sa solidarité avec les Américains, de prendre plus de place dans l'Alliance. Donc là, le public visé, c'est les pays étrangers. Et voilà, donc c'est un mélange de tout cela, avec parfois des contradictions. C'est-à-dire que si des soldats tombent pour réussir la mission, souvent, il faut prendre des risques. Prendre des risques, ça signifie accepter des pertes. Et accepter des pertes, c'est peut-être pas forcément compatible avec un agenda politique intérieur, parce qu'on sait que ça ne va pas plaire à l'opinion publique, on va dire, des choses comme cela. Justement, donc les choses sont complexes. L'opinion publique en France, Niagali Bagayoko, elle a aussi un peu de mal, en effet, à comprendre le sens de ces interventions. Ce sont des conflits armés qui sont, pour beaucoup, très loin, finalement, de nous. La difficulté, c'est que, en réalité, il y a beaucoup d'acteurs qui ont du mal à comprendre le sens de ces interventions, et c'est ce qui fait leur faiblesse en réalité. Parce que, on le voit très bien dans le film, il y a une des personnes interviewées qui indique qu'en réalité, l'engagement se fait autour de la notion de protection, et que quand on se situe uniquement dans cette logique-là, ça signifie qu'on ne maîtrise pas l'environnement sur le terrain. Et moi, c'est ça qui me frappe en réalité. Et ça complète ce que vient de dire Michel Goya. C'est-à-dire qu'effectivement, les acteurs du conflit local dans lequel on intervient apparaissent comme étant totalement secondaire dans la façon dont les décisions sont prises. Alors que justement, c'est malheureusement très souvent à ce piège-là que se trouvent confrontées les interventions dont on parle dans ce documentaire. Et on voit à quel point d'ailleurs ça peut être difficile de se faire accepter dans les pays même où on est en opération. Je pense à cette séquence extrêmement tendue dans le doc. On est à Gao et on voit les militaires français patrouiller sur le qui-vive, en mettant en joue parfois des habitants lambda. Pourtant, ils étaient des héros. Ils sont arrivés en libérateurs. Ils sont arrivés en héros en 2013. Ans plus tard, on en arrive à ces scènes-là. On parle de la question du sens. Je pense qu'il faudrait avoir peut-être le courage de se le poser pour que l'opinion publique comprenne le sens de ces guerres-là. Est-ce qu'elles ont du sens? Moi, c'est la question que je me pose. Tant elles sont porteurs de contradictions. La situation aujourd'hui est intenable. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que la France ait vocation à mener ces guerres qu'elle mène. Je ne suis pas sûr que du point de vue des principes fondatrices de la guerre, que ces guerres soient légitimes. Je m'explique. On ne peut pas dire aux Afghans, on vient apporter des valeurs de démocratie, construire un État, etc., et soutenir les régimes qui sont succédés comme celui de Karzai, qui ont mis l'État à genoux, qui sont des États prédateurs, qui ont maintenu les Afghans dans des formes de domination inacceptables. Donc ça brouille le sens de la guerre. On s'engage au nom des valeurs que nous portons, que la France porte, et que sur le terrain, on se retrouve par réalisme, par peut-être difficulté, à s'allier avec des contre-valeurs qui font de la guerre. C'est la même chose au Sahel. Nous menons des guerres, oui, il faut arrêter la barbarie, il faut arrêter les djihadistes. La lutte contre le en même temps, la réaction du président Macron hier le dit, pour une fois que c'est dit, on travaille avec un régime qui est illégitime, qui est issu de deux coups d'État. Hier, le président Emmanuel Macron a parlé d'un régime illégitime au Mali. On va y revenir, parce qu'effectivement, ça pose de nombreuses questions. Bénédicte Chéron, ce que vous dites finalement, c'est que les soldats eux-mêmes ont bien le sentiment d'être incompris sur le terrain. Alors oui, mais ça, c'est quelque chose d'un peu structurel dans l'histoire militaire. C'est-à-dire le fait que des militaires qui font la guerre aient l'impression que les responsables politiques qui décident de la guerre et que leurs concitoyens à l'arrière, comme on disait autrefois, ne comprennent pas ce qu'ils vivent, ça a toujours été le cas et c'est un peu quelque chose d'irréductible. C'est-à-dire que de fait, l'expérience de la guerre est intransmissible. On peut la donner à sentir, on peut donner à voir ce que vivent une part des militaires français, mais on ne peut pas la transmettre complètement. Donc ce sentiment d'incompréhension, il ne va jamais être aboli complètement. Après, ce qu'on constate dans l'histoire, c'est que ce sentiment d'incompréhension que ressentent un certain nombre de militaires, et probablement pas tous, il est toujours accentué quand ils ont l'impression que ce qui est raconté sur eux, chez eux en particulier, ne correspond pas à ce qu'ils vivent. Et plus il y a un écart fort, plus ce sentiment d'incompréhension est accentué. Et ça peut être raconté dans la vie quotidienne, c'est ça Michel Goya disait tout à l'heure que c'est beaucoup plus clair aujourd'hui que ça ne l'a été. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des guerres françaises
aujourd'hui en France qu'on a parlé des opérations extérieures françaises dans les années 70 et 80 et encore 90, où il faut se rendre compte qu'il y avait énormément de militaires engagés à l'extérieur, pas autant qu'aujourd'hui, mais énormément, avec des morts, des blessés, des combats. Et en fait, c'était quelque chose dont on parlait très peu en France, vraiment, qui était très tu, à part quelques parenthèses sur quelques batailles, quelques opérations, quelques actes, quelques faits d'armes. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais il reste toujours cette difficulté à avoir des représentations qui sont variées. Des représentations claires aussi. Des représentations qui sont claires et puis une parole politique aussi qui soit pédagogique, c'est-à-dire qui soit compréhensible par les Français, mais compréhensible ne voulant pas dire abusément simplificatrice. C'est-à-dire que déclencher une opération en disant on va lutter contre le terrorisme, on comprend pourquoi un chef de l'État peut le faire sur le terrain intérieur français en 2013 et qui plus est après 2015. Simplement, ça donne une représentation de l'ennemi qui n'existe pas. C'est-à-dire que les Français ne savent pas contre qui se battent les militaires, parce que se battre contre le terrorisme, ça ne veut rien dire. Il y a des groupes armés qui utilisent des méthodes terroristes, mais pas seulement, et qui sont porteurs d'un projet politique. Et en fait, cet affrontement-là, cette opposition entre deux projets politiques, elle n'est pas vraiment racontée par ceux qui engagent ces opérations. Et ça n'aide pas forcément les militaires, effectivement, qui mènent ces opérations à se sentir reconnus, parce qu'eux savent qu'ils sont pris dans un rapport de force politique. C'est la définition de la guerre, c'est le rapport de force politique qui, à un moment ou à un autre, va utiliser la force armée et la violence. Mais si ce n'est pas raconté, de fait, si les Français ne comprennent pas ça, les militaires ne peuvent pas complètement se sentir compris. Alors après 8 ans de guerre au Sahel, la France vient d'annoncer le retrait partiel de ses troupes à partir de janvier. Cette guerre, elle est loin d'être gagnée. Pourquoi partir maintenant ? Enfin, moi, je ne suis pas sûr que la doctrine soit plus claire aujourd'hui, en tout cas du point de vue politique, peut-être sur le reste. Nicolas Sarkozy, François Hollande, tous sont arrivés avec un projet politique en nous disant on se retire militairement, notamment d'Afrique. Ils n'ont jamais été autant engagés. L'armée française n'a jamais été autant engagée. Donc la ligne n'est pas claire. Quand Sarkozy arrive, on ferme des bases en Afrique. On ferme des bases à Dakar. Emmanuel Macron annonce quand même une partie du retrait des troupes françaises au Mali. On n'imaginait peut-être pas que cette guerre allait durer autant. Il y a eu deux mouvements, je pense. Il a quand même annoncé une augmentation de l'engagement à Pau avant d'annoncer un retrait. J'ai l'impression que... et ça, je pense que ça se ressent, cette absence de ligne claire. Un coup, on est pour une sorte d'engagement qu'on va maintenir, et un autre coup, on est pour un engagement qui se dessert. Ça brouille les pistes ? Mais je pense que il y a un peu une règle non écrite dans les opérations pour les militaires, c'est de dire, voilà, si ça doit durer plus de 3 ans, c'est qu'on se retrouve impliqué dans un piège. Enlisement. Un enlisement, il faut éviter. Bon. L'opération Serval, donc c'est l'engagement au Mali en janvier 2013. Pourquoi on s'engage ? Déjà, on s'engage un peu par défaut, alors qu'on est effectivement dans une tendance où on est en train de se retirer. Un an plus tard, il n'y a plus de force au Tchad, par exemple. Bon. Et on intervient parce qu'en réalité, on est aussi un peu les seuls dans la région à pouvoir le faire. On a aussi des intérêts, évidemment. Non, l'intérêt principal, de l'Europe. Il faut bien comprendre que la motivation principale d'un engagement français, c'est en être. C'est montrer qu'on occupe le terrain. Non, c'est être à la hauteur du rang de la France, de son statut. Est-ce qu'on aurait dû partir plus tôt ? Est-ce qu'on aurait pu ou dû partir plus tôt ? Je pense qu'on aurait dû. Je pense que, d'un point de vue strictement militaire, l'intervention au Mali en 2013, c'était cohérent. On assume effectivement la guerre avec des objectifs qui sont relativement simples et clairs, de libérer les villes du nord du Mali, de détruire les bases. Voilà. Donc ça, d'un point de vue militaire, c'est... ces bases-là qu'on est en train de fermer. Oui, mais il aurait été, à mon sens, préférable de quitter le Mali à ce moment-là. Voilà. Niagalé Bagayoko, vous êtes d'accord, vous ? Parce qu'en partant plus tôt, ça veut dire aussi peut-être une situation qui aurait dégénéré plus vite ? Alors, c'est une situation qui, effectivement, a dégénéré. Quoi qu'il en soit, qu'on veut bien le dire, et à mon avis, un des éléments qui malheureusement reflète très bien cette dégradation de la situation, ce sont les cartes du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe actuellement, français. C'est ça, les cartes qu'on peut aller vous allez, vous tapez carte de conseil aux voyageurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'elles disent, ces cartes ? Vous verrez
qu'au cours des 8 dernières années, les zones colorées en rouge se sont Élargie. répandues de manière maintenant écrasante. Alors justement, C'est-à-dire peut-être, je me permets de vous couper, puisque vous pourrez justement commenter ces cartes qu'on vous propose pour bien se rendre compte de la situation dans la région et qui, à peu de choses près, rejoignent ce que vous êtes en train de dire. On va bien voir que cette région, évidemment, concerne différentes frontières et différents États africains. Peut-être c'est l'occasion de les commenter et voir si les djihadistes ou pas ont été contenus. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la réponse est non. La réponse est non. Et non seulement ils n'ont pas été contenus au Mali, mais ils se sont également étendus. Ils ont étendu leur emprise et leur influence, plus encore que leur emprise territoriale, vers le Burkina Faso, vers le Niger. Et aujourd'hui, de manière croissante, on craint qu'ils ne rejoignent les pays côtiers. Il y a d'ores et déjà une activité repérée assez intense dans le nord des pays comme le Bénin, comme le Togo, comme la Côte d'Ivoire et l'est du Sénégal. Donc, en effet, on voit bien que la menace n'a pas été contenue. Si je peux simplement rebondir sur certains des éléments qui ont été avancés, je pense que la difficulté aujourd'hui, en réalité, tient à l'absence d'équilibre entre une approche de type réel politique et une approche fondée sur les valeurs. Parce qu'effectivement, quand le président Macron rappelle hier sa colère et la façon dont, pour lui, il est devenu quasiment impossible de collaborer avec les autorités maliennes parce qu'elles sont issues d'un coup d'État. La difficulté est qu'au Tchad s'est produit aussi un coup d'État constitutionnel et qu'il y a eu une validation immédiate. Il y a eu, c'est plus qu'on discute, c'est on valide et on soutient. Donc aujourd'hui, en termes de valeurs, alors on nous répondra, je vois Michel qui réagit, que la stabilité du Tchad est absolument essentielle. Je veux bien l'entendre, mais à ce moment-là, on ne peut pas se positionner sur des valeurs dans un cas et pas dans l'autre. Et c'est là que, à mon avis, le discours diplomatique est extrêmement mais alors, affaibli. qu'est-ce qu'on fait? Il aurait mieux fallu ne pas y aller du tout. Quel est le constat, du coup, de cette On peut aussi avoir une approche totalement totalement réaliste, vraiment, où on affirme que pour lutter contre le terrorisme, on est obligé de s'allier avec certains États qui ne correspondent pas à nos valeurs. Mais défendre d'un côté la démocratie et ne pas le faire de l'autre, c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore. Ousmane Ndiaye, vous dites la situation est pire qu'avant. Vous y allez carrément. Vous dites d'abord elle est explosive dans la région, mais c'est encore pire qu'avant l'arrivée de l'armée française. C'est simple. En janvier 2013, quand l'armée française s'engage, c'est une partie qui est un peu plus grande que la France, qui était sous le joug des djihadistes. Aujourd'hui, comme disait Niagalé, il y a une extension du domaine du djihad au Burkina, où quand même un tiers du territoire est sous le contrôle des djihadistes, pas d'école, enfin pas d'État. Extension en Côte d'Ivoire, extension à l'ouest du Mali, extension dans le nord-est du Bénin. Et puis il y a un autre front qui s'est ouvert, même si c'est un peu plus loin, mais qui concerne la France, c'est le Mozambique, le nord du Mozambique, où Total est en difficulté parce qu'il y a la plus grande industrie gazière de Total qui est dans cette zone. Et paradoxalement, groupe français, et paradoxalement, pour répondre à la question aurait-il fallu intervenir ou pas, je constate, et c'est un élément de comparaison important, la France n'a jamais envisagé d'intervenir pour libérer ou participer à la libération du Nord Mozambique, malgré les gros intérêts financiers de Total. N'empêche, c'est une réponse africaine qui a libéré la zone et qui a libéré l'emprise de Total. C'est les troupes rwandaises qui sont en train de libérer le travail qu'ont fait les Français en janvier 2013. Les Rwandais sont en train de faire le même travail. Donc, la France a une réflexion sur la formation de l'armée malienne. Je pense que la question du prestige aussi ça prend du temps. C'est-à-dire, il y a une question qui se pose. La Grande-Bretagne n'intervient pas dans les ex-colonies. Les pays portugais non plus. Pourquoi la France doit avoir cette doctrine de vouloir coûte que coûte intervenir militairement et directement? Je pense que c'est une vraie question qu'il va falloir à un moment donné trancher. On voit dans le doc des djihadistes surentraînés, proches d'une organisation d'armée régulière. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des militaires sur place. Est-ce qu'on les a sous-estimés, Michel Goya ?
Non, je ne crois pas qu'on les ait vraiment sous-estimés. Ce sont des gens qui sont des organisations qui sont armées, qui sont fortes. Et c'est bien là le problème. D'ailleurs, si on intervient par principe, c'est qu'on est appelé à l'aide par des États qui sont trop faibles pour faire face à leurs adversaires. Sinon, ils résoudraient le problème eux-mêmes. Et la grande difficulté, c'est que cette faiblesse, elle est quand même très largement structurelle. Donc, on vient au secours d'États qui sont faibles, qui sont corrompus. Et en fait, rien ne bouge. Et la grande difficulté, je pense que c'est là où est l'erreur de l'opération Barkhane, c'est de dire, voilà, nous restons, nous assurons une sorte de bouclier. Alors, dans un premier temps, pour protéger la mise en place d'une force des Nations Unies, dont on ne parle pas, mais qui est une totale impuissance, une inefficacité, que pour appuyer l'opération de formation de l'armée malienne. Et puis, quand ces armées, notamment l'armée malienne, sera suffisamment forte, elle viendra nous relever. En fait, c'est une illusion complète. L'armée malienne ne sera jamais suffisamment forte. Elle le sera lorsque l'État sera lui-même plus fort. Plus fort, et sera un État digne de ce nom, je veux dire. Oui, alors je rejoins Michel de ce point de vue-là, mais quand même, quand on dit il faut du temps pour former ces armées, moi je pense qu'on est dans l'illusion de ce que peut apporter la formation. Parce qu'une question qu'on ne pose jamais, c'est celle de l'état des armées sahéliennes, non pas aujourd'hui, mais en 2012. Des armées sahéliennes qui ont bénéficié de la coopération non seulement de la France, mais des États-Unis, mais de l'Afrique. Il y a quand même quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui, bien entendu, vient de la faiblesse de ces États, mais qui, à mon avis, vient aussi de la façon dont ces armées ont été formées à des conflits qui ne correspondaient pas avec ce à quoi elles sont aujourd'hui amenées à faire face. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à mener sur les doctrines militaires qui guident justement ces formations, cette coopération, cet équipement également, parce que ce que je dis de la formation est valable de l'équipement aussi. Donc aujourd'hui, et le cas de l'Afghanistan incite à cette réflexion aussi, parce que 20 ans de présence de formation... Ah, moi, je pense qu'on est dans la comparaison a été régulièrement faite. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'Afghanistan, donc je ne me risquerai pas à des comparaisons sur le contexte, mais la comparaison en ce qui concerne les modes d'intervention, et non seulement des militaires, ce qui est l'objet du documentaire, mais des civils également, est vraiment à interroger dans le contexte aujourd'hui. Je pense qu'on se situe dans une rupture stratégique qui nécessite de repenser effectivement les instruments d'intervention civile et militaire. Vous parlez des manques de moyens. Pour le coup, c'est vrai que dans le documentaire, c'est assez criant, cette réalité, en tout cas, qu'on peut découvrir en tant que civil. On voit ce chef d'état-major qui a ces mots stupéfiants. L'armée, c'est comme une chambre à air tendue à l'extrême, avec des trous partout. Et on se dit, pourvu que ça tienne, les mécaniciens bidouillent avec des rustines. Bénédicte Chéron. Oui, alors là, un peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais c'est le cas quand même. Et il y a de fait, sur le plan des moyens, du matériel, du budget, un rattrapage certain à opérer. Certaines des coupes budgétaires ayant été opérées par certains des politiques qu'on voit dans ce documentaire, d'ailleurs, enfin en tout cas avec leur aval. C'est vraiment cette question, une question qui sort médiatiquement au moment de la seconde partie de l'engagement en Afghanistan entre 2008 et 2012, dont on voit qu'elle est un moment de bascule, en fait, cette partie-là de l'engagement français en Afghanistan sur beaucoup de sujets, sur cette question de ce qu'on va appeler durablement le malaise des armées quant aux moyens. Ça sort en fait après l'embuscade d'Uzbin, parce qu'il y a 10 morts dans cette embuscade en août 2008. On est en Afghanistan. Voilà, et qu'en fait, pour tout un tas de raisons qui tiennent à l'histoire française, au rapport des Français avec les guerres, de fait, il y a eu une longue période de 50 ans d'effacement du fait combattant dans la manière dont on parlait des armées. C'est-à-dire qu'on a très peu raconté le fait que les militaires faisaient la guerre. Et donc, quand ça arrive avec l'embuscade d'Uzbin, ça crée un électrochoc vraiment national. Les politiques, les chefs militaires et les Français prennent conscience du fossé qui s'est creusé. Alors, les militaires n'ont jamais oublié qu'ils faisaient la guerre, mais il y a une prise de conscience collective et de fait, on se pose aussi la question du matériel, mais on va aussi se poser la question de ce que vivent les militaires au combat. Les journalistes aussi vont se poser la question de l'absence de récits sur ces réalités militaires, les milieux de la culture. C'est là aussi qu'on a des films qui commencent à être faits, des films de fiction. Donc il y a cette redécouverte. Mais c'est vrai que cette question des moyens, elle a longtemps pesé. Elle pèse encore au moment de l'opération Serval. Et c'est vrai qu'au moment de l'opération Serval, c'est quelque chose qui n'est pas dit parce qu'on est dans un récit très épique, très, très victorieux.
colonel Goya? Oui, c'est-à-dire que c'est la suprême contradiction. C'est-à-dire qu'on s'engage au Mali, puis on va s'engager, on va y rester, on va rester dans la région, on va continuer à combattre, puis on va s'engager en Centrafrique juste après, puis on va s'engager avec l'opération Sentinelle sur le territoire français, puis on va s'engager aussi en Irak et en Syrie. Et tout ça alors qu'on réduit les moyens. On réduit les moyens, on coupe les effectifs. 58 000 personnes en moins en 6 ans. Au total, c'était presque oui. 80 000 Et sur les plus 2 mandats. à la fin. Mais voilà, donc c'est Bercy, pour avoir vécu de l'intérieur d'un état-major, on luttait beaucoup plus contre Bercy que contre les djihadistes en réalité. On passait beaucoup plus de temps à savoir comment on allait supprimer les postes qui étaient demandés, etc. Et notre politique a changé en 2015 avec des attentats. D'un seul coup, on a basculé, alors que il n'y a pas de raison particulière. Les attentats, ils étaient anticipés, prévus dans le livre blanc de 2013 et les précédents, c'est marqué, oui, il y a de fortes chances, de risques d'attentats en France. Donc, ce qui montre aussi que notre politique, elle n'est pas forcément toujours très rationnelle. Je veux dire, elle est fondée aussi sur des émotions, sur des éléments psychologiques. Alors, depuis, pour répondre à la question, ça va quand même mieux. Mais cette époque, période 2013, 14, 15, on est, après 25 ans de réduction de moyens, on est dans une situation de crise. Et si il n'y a pas eu les attentats, si on n'avait pas changé de politique, en réalité, notre armée serait dans une situation désastreuse, catastrophique, oui, très clairement. Alors, pour justifier le retrait des troupes françaises, Emmanuel Macron a pris la parole en juin de façon très directe. On l'a entendu dans le documentaire, vous allez l'entendre à nouveau en clair. La France ne peut pas tout faire toute seule. Regardez. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. Ousmane Ndiaye, est-ce que le désengagement des troupes françaises peut provoquer une sorte d'électrochoc pour l'État malien ? Je ne sais pas, franchement, mais... Vous avez l'air dubitatif. Oui, je suis dubitatif, je crois, parce que toute la question, c'est il faut reconstruire des États. On ne reconstruit pas des États en 2 jours, en 3 mois, en 4 mois, en 6 mois. C'est-à-dire que là, l'État malien tel quel, de toute façon, ce que vous dites, c'est que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, l'État malien n'est pas en capacité. Il faut des années. Je donne un exemple. Ça fait quand même depuis 2013 où on a un territoire aussi grand que la France, où toute une génération n'est pas scolarisée. Comment on les rattrape ? Comment on rattrape ces générations qui, depuis 10 ans, ne sont pas scolarisées, vivent dans une quasi-misère? C'est des questions très complexes qu'on ne peut pas régler par l'incantation, par... Non, je pense que c'est des processus qui sont très longs. Et ce sont ces mêmes jeunes gens qu'on retrouve parmi les djihadistes. Bah oui, ne serait-ce que manger. La misère est le plus grand producteur de combattants et de djihad. Ils sont très jeunes. Le lit du djihadisme au Sahel, c'est d'abord la misère. C'est pas un hasard que là où le djihad au Sahel prend forme, c'est les espaces les plus faibles, les plus pauvres, où il y a le peu de présence de l'État et les plus isolés. C'est le nord Mali, c'est le nord Burkina, voilà. Donc, la guerre ne peut pas tout régler. Il faut qu'on prenne acte de ça. C'est-à-dire, on demande aux militaires de régler des problèmes qui sont, depuis 1960, depuis les indépendances, on a été incapable, l'Afrique a été incapable, en tout cas au Sahel, de construire des États. Ce n'est pas avec une intervention extérieure qu'on construira des États. C'est un processus qui va être long, malheureusement, et qui est en total décalage, je comprends le président Macron là-dessus, avec l'agenda intérieur. Aujourd'hui, le général Benteja dit une chose très importante dans le documentaire. Il parle de la politique de l'émotion. Oui. Et ça rend une forme d'inégalité où l'armée française a tous les coups perdants. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'opinion publique française ne peut pas accepter ou n'admet pas 20 morts, 30 morts, etc. Or les djihadistes, nous ne sommes pas égaux face à la mort. Pour un djihadiste, mourir en combattant les Français, il y a un processus idéologique qui fait que et par ailleurs, même dans leur entraînement, effectivement, on le voit très bien dans le film, les drogues qu'ils prennent, etc., font qu'ils ne se comportent pas comme des êtres humains normaux. Donc nous ne pouvons pas, à mon avis, gagner cette guerre, en tout cas avec les militaires. Niagali Bagayoko. Je pense aussi que la façon dont on attend que les États se redéploient fait fi de la perception des populations vis-à-vis de ces États. C'est-à-dire que si
Quelle est la perception aujourd'hui? Si effectivement ces États se redéployaient, contrairement à la mauvaise foi et la mauvaise volonté qui leur est prêtée, les populations verraient plutôt arriver des acteurs davantage prédateurs que protecteurs. Avec un État corrompu, c'est ça? Un État corrompu, Prédateur. un État qui a pu être incarné par des forces de sécurité, en tout cas certaines unités qui se sont rendues coupables de violation des droits de l'homme, avec des juges qui monnaient la façon dont ils rendent la justice. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il faut voir à quel type d'État on demande de se redéployer. C'est un État qui est rejeté, et pas uniquement sur un mode et selon une grammaire djihadiste, mais qui est rejeté par différents types d'acteurs. Et c'est le deuxième élément que je voudrais aborder. Quand le président Macron dit qu'il se crée une anomie, moi je ne pense pas qu'on puisse considérer ça. Au contraire, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la recomposition des territoires eux-mêmes qui sont désormais soumis à des modes de gouvernance très locales, extrêmement diversifiés. La façon dont les acteurs signataires, les groupes signataires de l'accord de paix pour la paix et la réconciliation de 2015, donc qui ne sont pas des groupes djihadistes, c'est très important de le mentionner, sont désormais aujourd'hui l'incarnation des autorités pour gérer le pays, sans possibilité pour le gouvernement et l'armée de venir s'immiscer dans la gouvernance qu'ils ont mise en place, n'ont rien à voir avec la gouvernance effectivement de type djihadiste mise en place dans le centre du Mali par certains groupes affiliés notamment à Al-Qaïda. Donc il faut se rendre compte aussi de ce phénomène de décomposition, et je pense qu'il y a de véritables recompositions qui sont à l'œuvre, et continuer à penser les relations internationales uniquement d'un point de vue interétatique ne permettra pas de répondre à l'ensemble des problématiques. Alors, pendant que la France organise son retrait, on entend de plus en plus parler de mercenaires russes. Un mot, le mot Wagner, qui revient de plus en plus souvent. Le Premier ministre malien envisage de faire appel à leur service. Il a justifié cette décision devant l'ONU il y a quelques semaines en accusant la France d'abandonner le Mali en plein vol. Voilà, ce sont ces mots. C'est un camouflet pour la France, colonel Gouya? D'une certaine façon, oui. Devoir appeler les mercenaires une entreprise privée russe pour défendre les Maliens? Voilà, c'est très clairement le gouvernement au pouvoir à Bamako qui joue une carte politique intérieure essentiellement. Et quand je dis politique intérieure, c'est Bamako et la zone qui contrôle à peu près, où il joue la carte de souveraineté. Faire appel aux Russes, c'est une manière de dire, voilà, on fait ce qu'on veut, en gros. C'est un signal envoyé à la France? Oui, à la France, à l'Union européenne, aux pays voisins aussi. La communauté économique régionale qui a imposé un certain nombre de restrictions au Mali. Ça, c'est une manière de dire, voilà, nous sommes indépendants, nous faisons appel à qui nous voulons. Accessoirement, il y a quand même une relation du avec Mali avec la Russie qui est ancienne. Qui date de l'indépendance. Qui date de l'indépendance, oui. Des années 60. Le Mali ne faisait pas partie, j'allais dire, de la zone d'influence française. On était présent au Tchad, mais pas au Mali. Mais un lien beaucoup plus ténu avec les Russes. Oui, il y a un lien avec l'Union soviétique d'abord, avec la Russie. L'équipement, une grande partie de l'équipement de l'armée malienne, il est russe, enfin ex-soviétique, il est russe. Il y a des officiers qui sont formés en Russie. Donc il y a un lien. Et ce qui est vraiment nouveau, en réalité, c'est l'idée de faire appel à des mercenaires. Alors justement, qui est cette entreprise de mercenaires russes, Wagner? On l'a surnommée l'armée secrète de Poutine, c'est vrai? Qui veut répondre? Officiellement, quand on a posé la question au Premier ministre malien, il ne connaît pas Wagner, il a répondu. On pose la même question au ministre des Affaires étrangères russe à l'ONU. Nous ne connaissons pas Wagner. Donc personne ne connaît Wagner, mais ils sont partout. Ils n'existent pas, mais ils sont partout sur la base de sociétés écrans avec une présence qui est problématique. Pourquoi ? Qui est problématique parce qu'elle est dans une zone grise. C'est-à-dire, autant une armée régulière intervient, on sait que c'est l'armée française, il y a des règles, il y a le droit international, etc. Et que là où les Russes sont intervenus en Afrique, d'ailleurs, et c'est très intéressant, avec le même processus, c'est la Centrafrique. La Centrafrique, les Français décident de quitter, donc fin de Sangaris, parce que la France n'a plus les moyens de supporter l'opération, alors que l'État centrafricain voulait que la France reste, donc ils accusent la France d'abandon, et les Russes arrivent, donc premier territoire conquis. Et on a le même processus au Mali. Mais il faut rappeler qu'au Mali, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a une réflexion idéologique qui est derrière.
faut rappeler que le Premier ministre qui initie cette politique, il fait partie des élites maliennes formées en Union soviétique. C'est quelqu'un qui a vécu en Union soviétique, qui a fait une thèse, qui est docteur à l'Union soviétique, qui est rentré, et que quand le Mali a basculé en 91 dans le camp dit démocratique, c'est-à-dire la fin de la parenthèse soviétique, il fait partie des gens qui ont toujours réclamé, de cette position politique pro-russe. C'est intéressant parce qu'est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation d'incompatibilité totale, de ligne rouge franchie, si les mercenaires russes s'installent, restent. Je cite juste cette phrase d'Emmanuel Macron. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement issu de 2 coups d'État. Il répondait au Premier ministre malien qui accusait donc la France de les abandonner. Florence Parly, la ministre de la Défense, qui nous dit ça revient à s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français. On est à 2 doigts de la rupture. Oui, je pense que en réalité, ce qui se produit aujourd'hui est le point culminant d'une dégradation continue des relations diplomatiques entre la France et le Mali, qui ne date pas de cet épisode-là. Et cette notion de ligne rouge a été régulièrement à ne pas franchir, a été régulièrement brandie par la France. À mon avis, de manière bilatérale et privée, notamment en marge des négociations qui ont conduit au sommet de Pau. Et je pense que d'ores et déjà, ce n'est un secret pour personne, les relations étaient très difficiles avec le président élu, Ibeka, réputé proche de la France. Notamment autour de cette question des fameuses négociations à engager ou non avec les groupes djihadistes. Il se trouve que les autorités suivantes, donc davantage civiles que celles auxquelles on a affaire aujourd'hui, ont tenu cette ligne de la négociation. Et il y a eu un échange absolument fascinant, à mon sens, entre le Premier ministre malien et le ministre des Affaires étrangères français, ce dernier indiquant qu'il était hors de question pour la France, que la France allait partir si des négociations se poursuivaient. Et le Premier ministre qui disait, bah oui, mais nous sommes souverains, nous voulons continuer. Mais quoi, les deux sont compatibles ? Eh ben, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et la France est restée, malgré le fait que les négociations se poursuivent, y compris au niveau local, mais sans doute aussi au niveau gouvernemental. Et la question se pose aussi sur cette question des élections qui vont être reportées. Là aussi, c'était une ligne rouge qui est franchie, manifestement également aussi. Donc, est-ce que la France a la capacité de dire oui, je me retire aujourd'hui du jour au lendemain ? Malheureusement, je n'en suis pas persuadée. Eh bien, pour prolonger la réflexion, je vous propose quelques conseils de lecture pour aller plus loin. Michel Goya, s'adapter pour vaincre. Comment les armées évoluent. C'est aux éditions Perrin. Bénédicte Chéron, je rappelle le titre de votre livre, Le soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux. C'est aux éditions Armand Collin. Et puis pour revoir le documentaire en replay, Le prix du sang, 20 ans de guerre française et notre débat, et bien sûr, vous pouvez aller sur le replay de France Télévisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous 4 d'être venus ce soir. Merci. Merci à vous et je vous souhaite une belle soirée sur France 5.